Carpentier. Donc, je vais vous faire cette présentation sur le marketing. Ce qui m'a beaucoup plu dans la présentation précédente, c'est ce que disait Dominique vers la fin, c'est qu'on parle d'entrepreneurs. Et dans la filière équestre, peut-être plus que dans d'autres métiers, beaucoup se sont créés un job et ne se sont pas créés une entreprise. Et on le voit, on l'a vraiment vu dans cette présentation, puisque la moitié ne sont pas capables de sortir le SMIC. Donc quand on crée son entreprise, on rêve bien évidemment de gagner plus que le SMIC. Ceci étant dit, une fois qu'on a pris conscience qu'il fallait que ça bouge, donc une fois qu'on a pris conscience qu'il fallait que ça bouge, il faut un des indicateurs. Et donc ça, c'était justement très très important, parce qu'il faut savoir où on va, avec quels moyens. Et donc ça, c'était ce que vous avez vu juste avant. Et donc, moi, je vais vous expliquer la partie plus de positionnement de l'entreprise. Et je l'ai intitulé « Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit », parce qu'en marketing, communication, web, social media, etc., on entend beaucoup, beaucoup de choses. En particulier qu'il faut tout avoir, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, communiquer, oui, mais pourquoi faire? Et surtout, pour gagner combien? Alors, on va regarder pourquoi faire. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il faut communiquer? D'abord, il faut communiquer pour augmenter son chiffre d'affaires. Pour augmenter, évidemment, ses marges. Pour trouver des nouveaux clients. Pour fidéliser sa clientèle, se faire connaître, et trouver ou alors ça peut être aussi trouver des nouveaux partenaires. C'est surtout pour se différencier des autres. Et on va regarder maintenant qu'est-ce que ce n'est pas de communiquer. Communiquer, c'est pas forcément faire un site vitrine, avoir une page Facebook, afficher des banderoles dans son manège, distribuer des flyers ou des tracts et organiser une journée porte ouverte, surtout quand on ne sait pas pourquoi on le fait. D'accord ? C'est amusant, j'ai l'impression qu'il y a un écho. Donc maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que c'est de communiquer et pourquoi on le fait, et en tout cas, comment on accompagne, nous, nos clients dans justement la communication. Pour nous, communiquer, c'est déjà pouvoir avoir un objectif chiffré et mesurable. C'est savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va. C'est pouvoir communiquer avec un message clair, à une cible précise, donc avoir un support adéquat, un budget maîtrisé, et ça c'est très bien, mais aussi faire un bilan et un retour sur investissement. D'accord ? En fait, c'est mener une campagne de communication comme un entrepreneur, et ne pas la subir. Donc, dans ces cas-là, on fait de la communication. Alors, il y a plein de choses qui est communication. Pourquoi est-ce qu'on va communiquer? En fait, tout ce qu'on va vouloir faire, c'est séduire des nouveaux clients, attirer une nouvelle clientèle. Ça peut être aussi fidéliser la clientèle qu'on a, parce qu'on peut aussi augmenter son panier moyen, donc augmenter ce qu'elle va acheter. On va avoir besoin de communiquer pour clarifier son offre, être sûr que tout soit cohérent. Parce que si ce n'est pas cohérent, les clients ne vont pas s'y retrouver. Et donc, de toute façon, ça n'amènera à rien. Et puis, on va vouloir aussi se positionner correctement par rapport aux autres, surtout dans un environnement qui est aujourd'hui assez concurrentiel, et ça, on va en parler. Dans la communication, on va avoir aussi la presse, l'organisation d'événements, et puis l'utilisation de tous les médias, mais l'utilisation des outils. Ce ne sont que des outils. Encore une fois, il faut d'abord savoir comment on sert des outils pour après savoir lequel je vais utiliser et quand. Alors maintenant, on va parler de la concurrence, la fameuse concurrence. Ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'on en parle tout le temps. Mais la concurrence, c'est pas si mal et surtout, c'est pas du tout nocif. Alors pourquoi est-ce que c'est pas si mal? Je vais vous donner un exemple avec la grande distribution. Quand on va dans une grande surface, qu'est-ce qu'on recherche? Il y a tout.
mais en fait, on recherche un prix. Donc, contrairement à l'achat dans une boutique où on va chercher un service, une marque, une personnalisation, la grande distribution, c'est l'achat du prix. Donc, quand on va quelque part où on vous offre tout, entre parenthèses, et n'importe quoi, on achète un prix. Donc, il ne faut pas espérer vendre cher. Par contre, quand on va dans une boutique, on achète une marque, on achète un positionnement, on achète une histoire, et donc là, finalement, on sait qu'on va payer plus cher, mais on sait pourquoi on va payer plus cher. Donc, aujourd'hui, en fait, on a l'exemple du web. On a toujours pensé qu'en fait, le web allait tuer certains commerces, et en fait, c'est faux. Le web complète certains commerces. Aujourd'hui, vous avez la Fnac qui vend sur le web et qui vend encore en magasin. Les magasins Fnac, ils n'ont pas fermé, etc., etc. Donc, c'est un nouveau marché, c'est une nouvelle façon de faire. Ensuite, donc, pour mieux comprendre ces enjeux-là, comme on a dit, quand il y a tout, on vend du prix. Quand on est sur des boutiques, on vend de la marque et on se positionne différemment. Et si on veut attirer des clients différents, il faut savoir, chaque structure doit se poser la question, que souhaite-t-elle ? Est-ce qu'elle souhaite se positionner comme le supermarché ? Il n'y a pas de jugement de valeur du tout dans ce que je dis. Est-ce qu'elle souhaite se positionner comme le supermarché de l'équitation, en justement proposant un panel très important de produits et de services ? Alors après, encore faut-il qu'elle ait la taille requise, les éléments requis pour pouvoir le faire, mais pourquoi pas ? Ou alors qu'elle se positionne comme une boutique de prêt-à-porter, où elle va apporter un service, une marque, une qualité à une cible plus restreinte, mais plus qualitative, ou en tout cas avec un prix plus élevé. Ça, c'est un choix de positionnement. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, l'un n'est pas mieux que l'autre. Donc nous, ce qu'on fait, notre proposition, et c'est comme ça qu'on a travaillé déjà avec une équipe dans le secteur de Dominique qui pourra témoigner, en fait, on les amène à sortir de l'espace de l'océan rouge, c'est-à-dire l'espace concurrentiel où tout le monde se bouffe, à l'océan bleu, en gros un espace où on va être tout seul, sans concurrence. Alors, je vais vous donner 2 exemples du travail qu'on a fait. Le premier exemple, ça a été la modification d'une offre de pension dans une écurie de la région parisienne. Un centre équestre de région parisienne qui est un centre équestre moyen, il y avait 30 chevaux en pension, une seule offre de pension, et finalement, quand on faisait les calculs, on faisait 30 € de marge mensuelle par pension. C'est pas top, hein. Donc, dans l'accompagnement, on a mis en place 3 offres de pension. Et dans l'offre de pension la plus chère, l'offre de pension la plus chère était à 100 € plus chère que la pension initiale. Évidemment, elle n'était pas tout à fait pareille. Mais ça a été surtout une question de présentation. Et on a surtout vendu du service. On a différencié les services, détaillé les services, expliqué pourquoi est-ce qu'on faisait 3 niveaux de pension. On a eu une communication extrêmement claire par rapport à notre cible. Et le résultat a été que 80% des propriétaires ont choisi l'offre premium. Ça veut dire que 80% des propriétaires ont mis 100 € de plus par mois dans la pension, du jour au lendemain. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que c'est mieux pour mon cheval, parce que c'est plus valorisant pour moi, parce que j'ai plus de services, parce que c'est mieux, parce que j'ai plus de qualité. Pourquoi ? Parce qu'on a vendu de la valeur et on n'a pas vendu un produit. Finalement, la pension, le cheval était toujours nourri, on s'en occupait toujours à peu près de la même façon, peut-être un peu mieux, mais en tout cas, on a expliqué ce qui se faisait, comment, etc., etc. On a valorisé l'offre. Et donc, les clients se sont sentis aussi valorisés du fait qu'on leur explique ce qu'on faisait. Et ça a un coût. Donc, ça, c'était le premier exemple que je voulais vous montrer parce que, finalement,
on se rend pas forcément compte que dans cet exemple-là, 90% c'est de la communication et du marketing. Le métier de l'exploitant, il n'a pas changé du tout au tout. Il a un petit peu changé quand même. Parce que le marketing et la communication, c'est bien, mais il faut aligner sa pratique à ce qu'on dit. Hein, on dit ce qu'on fait, mais on fait ce qu'on dit, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, si à un moment, on définit 3 niveaux d'offres, eh bien, à ce moment-là, il faut exactement se caler à ça et mettre en place la structure qu'il va falloir. Je vous donne un exemple. Pour pas nommer la chaîne de pizza qui vous dit livrer en 30 minutes, si jamais je m'organise pas pour pouvoir être capable de livrer en 30 minutes, bah, ça sert à rien que je mette en gros sous mon logo votre pizza livrée en 30 minutes. Là, c'est la même chose. Si dans mes offres de pension, je détaille un certain nombre de services que je ne suis pas capable de faire parce que je n'ai pas la main-d'œuvre ou parce que finalement je vais le faire pendant 2 semaines, puis après ça me saoule, je ne le fais pas, bah, c'est la plantade. Il faut absolument s'aligner par rapport à la communication qu'on fait. Donc ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, c'est un exemple de coaching, parce qu'on fait pas mal de coaching pour des dirigeants. Comme je vous disais, je pense que le plus grand challenge, c'est de les aider à devenir des vrais entrepreneurs et à quitter en fait cette espèce de roue dans laquelle ils courent comme un hamster parce qu'ils se sont créés un job et non pas une entreprise. Donc ça, c'est vraiment le challenge du coaching. Le coaching, à quoi ça sert ? Si vous êtes exploitant, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous me laisseriez votre cheval à débourrer ? Je pense que non. Vous faites bien. Et est-ce que vous me laissez votre cheval à valoriser ? Non plus. Hein. Ça, D'accord ? En fait, pourquoi ? Parce que chacun son métier. Hein. Et pourtant, quand on est chef d'entreprise, je suppose que il y a un grand nombre de choses dans cette liste-là que vous faites. La comptabilité, les fiches de paye, curer les box, l'encadrement, la gestion des conflits, le lien avec les différentes caisses, l'administration, la communication, le marketing, l'organisation des événements, les concours, les soins aux chevaux. Il y a beaucoup de casquettes. Et certainement un peu trop. Donc en fait, quand on fait du coaching, ça va permettre nous, en tant que coach, on va dire, notre boulot, c'est de vous faire prendre du recul, surtout de vous soutenir et aussi soulager une partie du travail, savoir vous apprendre à sous-traiter un certain nombre de choses, quelquefois reprendre confiance en soi, et puis finalement, ce qui est très bon, c'est d'être conseillé par un œil bienveillant, parce que la réussite de nos clients, évidemment, va impliquer la nôtre de réussite. Et donc, ça va permettre, comme ça, de prendre les bonnes décisions. Donc, là aussi, j'ai un exemple. C'est un centre équestre du Var qui était vraiment dans de très, très grosses difficultés financières. Alors, ce qui est un peu difficile dans le coaching, c'est en général, quand les gens nous appellent, ils sont un peu au bord du gouffre. Donc, ça empêche d'avoir beaucoup de marge de manœuvre. Donc, grosse difficulté financière, une propriétaire qui était monitrice seule, et en gros, elle pensait à arrêter, donc comme assez souvent, en fait. Et voilà ce qu'on a fait. En fait, on a fait seulement 3 séances de coaching, donc 3 demi-journées de coaching, espacées d'un mois. Donc, pendant la première journée, évidemment, il faut qu'on comprenne parfaitement les enjeux. Donc, vous voyez, un audit, les problématiques, les objectifs, tout de suite un plan d'action pour 1 mois et un gros travail sur l'organisation. Une deuxième séance très orientée sur les offres. Donc, quels vont être les leviers pour nous pour faire évoluer et en tout cas sortir un peu de l'ornière. Donc, les offres, les personas, c'est-à-dire la cible à qui on parle. Comment on parle, comment on leur parle, comment on les atteint, c'est-à-dire la communication. Tout de suite, un suivi des actions et un plan d'action pour le mois d'après. Et ensuite, donc la 3e séance, la mesure des résultats, les réglages et puis ensuite les orientations pour qu'ils puissent en fait
surtout se débrouiller tout seul, parce qu'en fait, on ne va pas être une canne pendant longtemps. Le but, c'est quand même d'être une canne que pendant le moins de temps possible. Donc, j'ai mis des livrables à chaque séance. Ça, je pense que c'est vraiment très important parce qu'une séance de coaching, c'est très, très dense. D'ailleurs, je pense que cette personne, elle a enregistré tout ce que je lui ai dit et elle enregistrait, je pense, tous mes appels téléphoniques parce que même après, en fait, elle mettait en place des choses on en avait juste parlé au téléphone. La clé aussi, et ça, c'est une discussion qu'on a eue souvent, le coaching, c'est cher. Et ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Donc, en fait, comme le coaching, c'est cher, quelque part, il faut que ça serve. Et donc, il y a un vrai engagement des gens. Et la clé, c'est l'engagement. On ne peut pas aider quelqu'un qui va se dire ouais, bah, tiens, je suis allé suivre cette journée de formation, bon, bah, finalement, ça ne m'a rien coûté, c'est l'OP qui a payé. Ouais, bon, enfin, si je le fais pas, c'est pas grave. Ben là, c'est grave. Parce que déjà qu'ils sont pas super bien, en fait, tous les sous qu'ils mettent là-dedans, il faut vraiment qu'il y ait un retour sur investissement très rapide. Et donc ça, je pense que ça a beaucoup contribué à la réussite du coaching. Donc il y a eu 1 mois entre chaque séance. En 3 séances, c'était carrément réglé. Donc en fait, cette année-là, cette personne, son centre équestre, ils ont eu à peu près 8% d'augmentation, alors que dans tout le département, il y a eu une baisse de 5%. Donc c'était plutôt, pour elle, c'était important, parce que ça l'a sortie complètement de ses problèmes financiers. Et en fait, elle m'a écrit son témoignage, elle me disait, le coaching, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé à me recentrer sur mes objectifs, et surtout à rester fidèle à ses convictions. Parce que le problème, c'est quand on échoue ou quand on ne réussit pas, on perd confiance en soi. Et ça, c'est le plus gros problème. La perte de confiance en soi, on perd ses repères, et du coup, en fait, à un moment, on ne sait plus comment on s'appelle, on sait plus on n'a plus confiance dans ses propres décisions. Donc l'accompagnement, en fait, c'est aussi ça. C'est vraiment, et c'est en ça que je disais que c'est très important l'accompagnement bienveillant, parce qu'il faut vraiment que la personne reprenne très vite confiance en elle et dans ce qu'elle peut faire, en fait. Qu'elle comprenne qu'elle peut y arriver tout de suite, assez vite. Donc voilà, les mots-clés de la réussite du coaching. Donc, avec ces 2 exemples, vous avez vu en un temps très court en quoi la communication, parce que dans les deux, l'important, ça a été la communication, mais alors la communication, le positionnement, le marketing, la cible, et finalement, en fait, la prise en considération de « je suis un entrepreneur et je n'ai pas créé cette entreprise pour juste me sortir un SMIC. J'ai créé cette entreprise pour devenir un entrepreneur et me créer un outil pour pouvoir faire quelque chose. Je délègue aux gens qui savent faire des choses dont moi je n'ai pas l'expertise. Et puis, donc, à chaque fois, on a reciblé, vraiment, on a reciblé souvent en augmentant les tarifs, hein, et non pas en tirant par le bas. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter sur le site bluebeststrategy.com et vous pouvez m'envoyer un mail à claire@bluebeststrategy.com. Donc la particularité qu'on a, c'est que en fait, vous me connaissez peut-être déjà, mais pas sous bluebeststrategy.com, mais peut-être sur l'ABC du cheval, puisque l'ABC du cheval, c'est un blog, et avec ce blog, on crée des webconférences, à peu près une webconférence on va dire 2 webconférences par mois maintenant, mais ça a été une webconférence par semaine, et ça depuis maintenant au moins 1 an et demi. Donc peut-être que vous me connaissez par là. Et l'ABC du cheval, c'est presque 15 000 personnes sur Facebook et 2500 inscrits. Et en fait, c'est un super échantillon pour ensuite pouvoir tester des choses pour les clubs et pour les entreprises équestres. Donc c'est très très intéressant d'avoir dans la même entité les 2 panels, le panel des cavaliers propriétaires et finalement de pouvoir apporter cette expertise aux entreprises équestres et aux centres équestres quand on les conseille. Et juste pour les centres équestres,
surtout incitez-les à s'inscrire sur moncentreéquescartonne.com. C'est gratuit. C'est un conseil marketing par semaine pendant 6 mois. Et c'est juste pour, entre guillemets, éduquer et avoir petit à petit un certain nombre de trucs. C'est des choses souvent très pratico-pratiques qui vont les aider au jour le jour. Merci beaucoup.